Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Hey, sorcellerie. Bon, il faut que je vous fasse une petite confidence. J'ai tourné jusqu'au début de la vidéo et je me suis trouvée nulle, je me suis trouvée bizarre, je ne m'aimais pas, donc je recommence, donc voilà. Des fois le démarrage est un peu compliqué, vu l'heure aussi, il est 22h53 lorsque je vous tourne cette vidéo, donc c'est un peu normal quoi, mais c'est pas grave. En tous les cas, j'espère que vous ça va. J'ai hâte vraiment de partager cette histoire de sorcellerie qui, vous le verrez, eh bien va viser un peu la jante masculine ce soir, voilà. Et cette histoire, elle est chaude. C'est pas plus tardé que ça. On va y aller maintenant. Préparez vos petits snacks, mettez vos écouteurs, éteignez la lumière, mettez-vous dans l'ambiance. La team journée, la team ménage, la team j'éteins pas la lumière. Faites comme vous le sentez. On retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installé. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle Storytime sorcellerie, je vous emmène où? Je vous emmène, eh bien, en Irak. Donc, celui qui nous raconte cette Storytime sorcellerie, c'est un jeune homme qui s'appelle Majid, mais cette Storytime sorcellerie ne lui est pas arrivée directement à lui, mais plutôt à son frère jumeau, Hamad. Et vous allez voir pourquoi Hamad, eh bien, s'est attiré les foudres d'une personne et que cette personne, eh bien, va lui faire de la sorcellerie. Donc, il faut savoir, Cappuccino, Cappuccinette, que Majid nous dit que c'était les seuls deux garçons que le papa avait. Le reste, c'était que des filles. Voilà, c'est les premiers de la fratrie, c'est des jumeaux. Voilà, ils ont reçu énormément d'amour, une très bonne et très belle éducation de la mère et aussi du papa, avec beaucoup de principes, beaucoup de valeurs. Il faut savoir aussi, il dit que ce sont des jeunes hommes issus de familles vraiment très aisées. Et voilà, il manque absolument pas d'argent. Il faut savoir, il dit que son père, c'est quelqu'un de très connu et quelqu'un qui a beaucoup de biens, beaucoup de business et tout. Donc, jamais ils n'ont manqué de rien. Alhamdoulilah. Il nous dit, Cappuccino, Cappuccinette, qu'en 2010, eh bien, lui et son frère vont rentrer à la fac. Il faut savoir qu'il avait avec son frère une relation vraiment fusionnelle. C'était des vrais jumeaux. Jamais ils ne se quittaient. Tu ne pouvais pas voir Hamad sans que Majid ne soit à côté de lui. C'était pas possible. Ils étaient vraiment des jumeaux inséparables. Que donc, en 2010, ils ont quitté leur ville natale. Il faut savoir, c'est une petite ville dans la région de Najaf, je crois. Et ils sont montés donc à Bagdad. Ils sont issus d'une petite ville. Arrivés directement dans une capitale, c'est vraiment tout autre chose. Un autre mode de vie, une autre manière de voir les choses. Et donc, au début, ils n'étaient pas trop à l'aise. Ils n'arrivaient pas à faire leur place. Mais au fil des jours, eh ben, ils vont connaître des garçons. Et Majid, il dit que c'est un peu le début des problèmes pour son frère jumeau, parce qu'il dit en fait que ces garçons-là, au lieu de voilà d'être à fond dans leurs études, de vouloir réussir à tout prix leurs études pour voilà que leurs parents soient fiers, qu'eux-mêmes soient fiers d'eux-mêmes et que voilà ils obtiennent un bon diplôme, et ben eux en fait ils confondaient la fac avec des speed dating, avec des salons de drague et tout. Ils faisaient que de draguer, siffler les filles, manque de respect total. C'était pas fait d'une manière on va dire propre et classe. Donc Majid, lui, l'éducation de son père, elle est là, elle est présente, elle est ancrée, même si son père, il est à des milliers de kilomètres de lui. Pour lui, c'est comme s'il était à côté de lui, donc il peut pas s'inventer un personnage. Et il a pas envie. Lui, il faut savoir, Majid, Cappuccino, Cappuccinette, que lui, il était vraiment scolaire, études, et il veut vraiment réussir ses études et il se bat toujours pour être dans les premiers. Et son frère, c'était pareil parce qu'ils travaillaient de la même manière, ils avaient les mêmes projets, les mêmes ambitions. Donc, depuis petit, en fait, ils étaient toujours premiers. Mais là, il dit qu'il va plus reconnaître son frère. Quand Majid, lui, il va se rendre compte que les mecs là, franchement, c'est pas des gens qui sont fréquentables et qui sont pas éduqués, qui n'ont pas de valeur et qui ne respectent pas
la jante féminine, quoi. Eh bien, lui, il va s'éloigner, Majid, celui qui nous raconte. Par contre, son frère, lui, il va rester avec ces mecs-là, complètement vrillé, que même il a surpassé les mecs avec qui il traînait. Maintenant, c'était lui qui était vraiment lourd au niveau des meufs, de son look et tout ça. Il ratait beaucoup de cours parce qu'il sortait, il veillait très tard. Et donc, le matin, c'est dur pour aller en cours. Tu vas pas y aller comme ça, genre, tu vois. Donc, il se levait pas et tout ça. Et Majid, lui, il était en train de bouillir. Mais il voulait pas prévenir son père parce que voilà, il voulait pas créer de problème pour son frère parce que comme je vous ai dit, ils étaient très fusionnels et voilà, il essayait de le raisonner comme il pouvait et puis à un moment donné, il s'est dit mais c'est un adulte donc voilà, débrouille-toi si t'as envie de rester comme ça, eh ben reste comme ça. Pardon, mon micro. Hamad, lui, il était en train de couler littéralement. Majid, il essayait de le raisonner, de parler avec lui, de lui dire regarde tes notes, regarde ci, regarde ça, mais rien à faire. Le mec, il s'en fichait. Et là, on va arriver Capuchinette à la fin d'année et il a raté son année. Majid, lui, passe en classe supérieure et Hamad, vous l'aurez compris, doit refaire l'année. Donc là, ils ont fini leur année scolaire, ils vont rentrer chez eux, passer leurs 2 mois de vacances jusqu'à la rentrée prochaine. Donc il dit Majid sur le retour, il lui mettait la pression de malade pour ne pas divulguer à sa famille le fait qu'il ait redoublé, qu'il ait raté son année, Donc, comme je vous ai dit, Majid, lui, c'est quelqu'un, il veut juste un bouquin, pas les problèmes. Et c'était pas pour lui, c'était pas sa sauce, quoi. Donc là, ils arrivent chez eux et il dit ce jour-là, le père, il était en mode fiesta. Donc, il dit Majid, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le papa, il était extrêmement content, heureux de les revoir. Il va organiser un dîner. Il dit Majid, comme si en fait, ils avaient fini leurs études et ils avaient un diplôme alors que c'était juste la première année. Donc, voilà, mais le papa, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui adorait ses fils, qui les aimait de tout son cœur, quoi. Et voilà, il voulait leur faire plaisir, donc il a fait un énorme repas. Il a invité tous les gens aux alentours, les proches, les amis, et il a fêté le retour de ces 2 garçons. Les jours sont passés, ils étaient toujours en vacances, tout se passait bien. Voilà, il était bien heureux de retrouver ses parents, ses sœurs, sa famille, ses potes qui étaient là-bas. Et voilà, Hamad, voilà, il y avait quelques connaissances à lui qui étaient de la même région que lui. Donc, ils passaient leurs vacances ensemble. Ils faisaient que de sortir, que de rentrer très tard, que de faire la fête, que de ci, que de ça. C'était vraiment devenu un tout autre mec. Et de là, il va se passer quoi pour Hamad aussi? Il va se passer qu'il va rencontrer une petite amie, une petite amoureuse. Et cette fille, elle est très belle, elle a le même âge que lui. Ils sont issus tous les deux d'un rang social quand même aisé. Donc voilà, et le mec, lui, il va faire quoi? Hamad, il va clairement commencer à draguer très lourdement cette fille. Et puis cette fille va craquer et va se laisser séduire par ses paroles. Surtout que voilà, il lui disait t'inquiète. Alors là, moi je pensais pas du tout tomber sur la femme qui sera la femme du restant de toute ma vie. Voilà, je pensais toujours que je la rencontrerais ailleurs alors qu'elle habitait juste à côté de chez moi. Nanana, tu vas être la femme de ma vie, c'est avec toi que je veux avoir mes enfants. En fait, il lui vendait du rêve. Et Miskine, cette fille, elle va avaler, boire ses paroles. Elle est vraiment miskina, en train de s'attacher à mort à lui. Et lui, il va en profiter en lui promettant, comme je vous disais, je vais me marier avec toi juste pour arriver à quoi au final? Arriver à ce que ils couchent ensemble alors que la fille était vierge et qu'il sait qu'ils sont genre dans un pays musulman et que voilà que les 2 familles sont religieuses, sont pieuses et qu'ils ont des valeurs et que voilà, il sait très bien que
la fille doit rester vierge jusqu'à sa nuit de noces, le jour de son mariage, quoi. Et donc, comme lui, il faisait que de lui répéter, en gros, que je vais me marier avec toi, je vais me marier avec toi, mais tellement de fois, qu'elle a fini par le croire et qu'elle a fini, en fait, la pauvre, par, comme elle dira plus tard, vous verrez, lui donner la chose la plus précieuse qu'elle avait. Donc, elle a commencé à pleurer et quand lui, il a vu qu'elle pleurait, il lui disait « Mais non, t'inquiète pas, c'est bon, ça y est, personne ne sera au courant. En plus, je t'ai dit que tu vas te marier avec moi. C'est pas comme si, je t'ai juste utilisé comme un vulgaire mouchoir et je vais te jeter comme ça dans une poubelle, mais ça va pas. Mais si, là, t'es spécial à mes yeux, ta. » Et donc, la fille, Miskina, ses paroles, ça l'a rassurée, quoi. Elle s'est dit « Bon, en fait, c'est pas un connard, il n'y a pas d'autre mot, désolé, il va pas me lâcher, il va pas me faire un gros coup, surtout que, il sait très bien que si sa famille, elle est au courant, déjà, elle le dit, en gros, ils vont la tuer, crime d'honneur, et, en plus, ils vont aussi le tuer lui. Donc, ils continuaient à se voir, tout le temps. Et lui, il lui envoyait des messages toujours pour la rassurer. T'inquiète, je vais me marier avec toi, je vais pas te lâcher, je vais pas te ci, je vais pas te ça. Et donc, elle y croyait, elle se tenait en fait à ses paroles, quoi. Elle se rassurait jusqu'au jour où elle va apprendre, qu'elle est enceinte. Elle a commencé à l'harceler. Voilà ci, voilà ça. Et là, le mec, il va devenir un autre. Là, c'était plus, je vais me marier avec toi, je vais fonder une famille avec toi. Tout ça, c'était fini, parce que tout ça, à la base, c'était des palabres. Tout ça, c'était pour avoir, son moment intime avec elle, et c'est tout. Donc, je vous ai dit, elle lui envoyait des messages et lui, il commençait vraiment à lui tourner le dos, à ne plus la calculer. Il commençait déjà à chercher d'autres filles et tout. Et elle, elle était toute seule dans ce gros problème. Donc, elle va pas avoir le choix que de se déplacer chez lui. Donc, à chaque fois, elle allait sonner chez lui. Lui, il était jamais là, quoi. Et quand elle sonnait, c'était soit les sœurs, soit, Majid, qui lui disait non, il n'est pas là. Et à chaque fois, en fait, elle donnait des excuses par rapport à des cours, par rapport à ci, par rapport à ça, jusqu'au jour, en fait, où ça va tomber dans les oreilles de Hamad que, en fait, il y a une fille qui vient tout le temps, elle est bizarre, elle demande toujours après toi et tout. Tu vois, ça se faisait pas trop, surtout dans une petite ville comme ça, qu'une fille qui n'est pas ton officiel, ta fiancée ou bien ta femme vienne sonner comme ça à la porte, c'était mal perçu. Un jour, il va se lever et il va dire à celui qui nous raconte, viens, accompagne-moi quelque part. Majid, il lui dit où? Il lui dit rien que viens, accompagne-moi et tout, vite fait, je vais régler quelque chose. Donc Majid, il dit qu'il s'est levé et qu'il est parti avec lui. L'endroit où ils sont arrivés, il était choqué. Il voit la fille qui était dehors à côté de sa voiture. C'est comme si, en fait, Hamad, il lui avait donné un rendez-vous. Donc, Majid, il est sorti, il est resté à côté de la voiture. Et Hamad, il s'est avancé au niveau de la fille. Et c'est là que lui, il va être au courant de toute l'histoire. Majid, que la fille, elle était enceinte et tout. Et il va être vraiment choqué et désolé pour elle. Il va avoir trop mal au cœur. Et aussi, il va être extrêmement choqué de la manière dont son frère il va se mettre à parler à cette fille en mode toi en gros toi t'as pas d'éducation, toi derrière toi il y a pas de famille, toi t'es pas une fille de bonne famille, toi t'es ci, toi t'es ça. Il disait que des paroles blessantes, rabaissantes, des insultes et la fille elle faisait que de pleurer. Il dit et de le supplier presque à genoux, s'il te plaît, me laisse pas dans cette sauce toute seule. Tu sais très bien dans quel pays on vit, tu sais très bien nos coutumes, notre religion. On a fait cette erreur, on la répare. Même en gros marie-toi avec moi
Et même si tu veux, genre dans une semaine et tout, on divorce, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste pour que j'ai quelque chose par rapport à la grossesse, quoi. Une couverture. Et lui, il lui disait non, il l'insultait. On dirait, il dit, Majid, que ça lui faisait du bien de la voir souffrir, pleurer, le supplier et tout. Et il en rajoutait, il en rajoutait. Et il dit aussi, Majid, il lui dit, parce que la fille, elle lui a dit, écoute, je te jure, ma famille, vas-y, ok, ça va se savoir. Ma famille, ils vont me tuer. Mais tu crois trop qu'ils vont te laisser vivre comme ça et tout? Ils vont te tuer aussi, ils vont te faire, ils vont te... Si. Et il dit, son frère dit n'importe quoi, ils vont rien me faire parce que tu sais pas, moi, je suis le fils de qui? Tu sais très bien, hein, tu sais très bien, mon père, c'est un tel et tout, on n'est pas petit, on est plus que vous et tout. Et il était vraiment arrogant, méchant. Et il a dit, il a commencé aussi à la pousser, genre pour qu'elle monte dans sa voiture et à la tenir comme ça par le bras. C'est la dernière fois que tu reviens. Remets un pied devant chez moi, reviens chez moi, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Il disait que des dingueries, Cappuccino, Capuchinette. Et il dit, Majid, celui qui nous raconte, il regarde la scène. En fait, il n'arrive pas à bouger parce que pour lui, c'est pas son frère. C'est pas son frère, c'est un monstre devant lui. C'est un monstre. Et il dit, la fille, elle lui, Gata'at Galbi, en gros, elle lui a coupé le cœur. Son cœur, il a saigné tellement il avait mal. Parce qu'il sait très bien que la société, que sa famille, que si ça c'est, cette fille, sa place, elle est dans un cimetière. C'est sûr. Donc il avait trop mal au cœur et il voulait quoi, Majid? Il voulait qu'en fait son frère, il assume son erreur et qu'il la répare et que voilà quoi, il trouvait une solution. Mais non, lui, le Hamad, il était vraiment devenu à vomir. Et il va lui rajouter cette parole. Il va lui dire que même si t'es la seule femme au monde qui reste, eh ben, je ne me marierai pas avec toi. Regardez la chiennerie. Et en plus, il lui rajoute quoi? Il lui rajoute, en gros, si tu as été capable de dormir avec moi, entre-temps, tu as été capable de dormir avec d'autres. Alors que c'était même pas vrai, quoi. Donc de là, la fille, quand elle a vu que c'était mort, qu'il l'a traité pire qu'une serpillière, elle n'a pas eu le choix, elle a démarré sa voiture, elle est partie, elle est en train de pleurer. Lui, il revient comme si de rien n'était, il chantonne, il remonte au volant, il dit à son frère de monter dans la voiture. Son frère, il le regarde comme ça, il dit, il est choqué, il a envie de le frapper. Il est choqué. Donc, il dit, Majid, celui qui nous raconte sur tout le trajet, il est là, il regarde son frère, il est perdu dans ses pensées, il est en mode choc. Il n'arrive pas à croire la scène qu'il a vécue, ce qu'il a entendu. Pour lui, c'était trop. C'est un scénario. Et il dit quand il est revenu à lui, il a commencé à crier sur son frère, à lui dire que c'était un chien, à lui dire que c'était pas un homme, à lui dire que cette fille, en fait, elle était innocente, que son seul tort et sa grande erreur, c'est qu'elle lui avait donné son cœur et que lui, en fait, il avait juste pris la chose, son bien le plus précieux, voilà, et qu'il l'avait après jeté, qu'il l'avait juste utilisé comme un vulgaire jouet, et quand il a eu fini de celui-ci, il l'a jeté, quoi. Mais vous vous en doutez que les paroles vraies de Majid n'impactaient nullement dans le cœur, dans le cerveau, dans la raison. Eh bien, de Hamad, il rigolait, il disait, mais toi, vas-y, t'es trop arriéré, ça y est, laisse-moi, ne me parle plus d'elle. Donc Majid, il nous dit qu'un jour, il n'en pouvait plus. En fait, ça l'empêchait de dormir, en fait, cette histoire, et surtout la fille, sa détresse. Donc il dit, il est parti voir son frère, il lui a dit, écoute, sois un homme, s'il te plaît, je veux pas m'énerver, va parler avec papa, dis-lui que t'es tombé amoureux d'une fille, que tu veux te marier avec elle. L'autre, il l'a pas laissé venir, il lui dit quoi? Tu veux que j'aille dire au daron que j'ai enceinté une fille et tout? Il lui dit non, mais je t'ai pas dit ça. Tu lui dis, t'es tombé amoureux d'une fille, tu veux genre te marier avec elle parce que vous voulez faire les choses bien, et tu répares ton erreur. Et quitte après même, voilà, le temps de la grossesse, tu la divorces après, genre en gros, c'est pas grave, mais aide-la parce que, sa famille, tu sais toi-même que c'est pas n'importe qui. Ils sont comme nous. Et quand ça va se savoir, ses frères et ses oncles, ils vont te chercher, ils vont te terminer. Quand elles aussi, ils l'auront terminé. Donc, joue pas à ça.
Sauve-lui la vie et sauve ta vie. Hamad, il a dit. Même si elle reste, elle, la seule meuf sur cette terre, je ne me marierai pas avec elle. Donc, il dit de là, ils ont commencé à se disputer. Hamad, il lui dit, t'as pas intérêt à aller voir papa, lui raconter ma vie, parce que ça, c'est ma vie, tu te mêles pas, c'est bon, occupe-toi de tes affaires. Moi, cette meuf, si elle a fait ça avec moi, elle a pu le faire derrière moi avec plein de mecs, nanana, alors qu'il savait très bien au fond de son cœur que c'était pas du tout, voilà, cette fille, elle l'aurait pas fait avec quelqu'un d'autre, c'était que lui. Elle pouvait mourir, je pense, pour lui. Et il le savait très bien. Et donc, de là, Majid, il était tellement choqué par la situation que pendant une semaine durant, il dit, il n'a plus parlé à son frère. Ça leur était jamais arrivé. Ok, il y a des embrouilles de frères et sœurs, il dit, mais ça passe. Mais là, il dit une semaine. Pour lui, c'était extrêmement long. Mais il dit qu'en fait, il espérait qu'en agissant ainsi, son frère, il va comme avoir un impact et dire dans sa tête, ah ouais, en vérité, il faut que je me remette en question et que voilà, même si mon frère, il n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait, ça veut dire en vérité, moi peut-être je prends la chose de manière minime, alors que c'est une grosse dinguerie, quoi. Littéralement, il n'y a pas besoin d'être Molière pour le comprendre, mais en fait, Majid, il essaie de créer en lui un sentiment de remords. Une nuit, il était exactement 1h du matin. Il va être réveillé par des bruits dans la chambre. Et donc, il va se redresser dans son lit et devant lui, il y aura une vision d'horreur, une vision d'incompréhension et d'une peur vraiment immense. Pourquoi ? Il dit qu'il y avait son frère qui était assis sur le sol de leur chambre, sur les genoux, qui avait les mains comme ça derrière sa tête et en fait qui était en mode en train de pam 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 rapper, frotter son visage contre le sol de gauche à droite comme ça, il était comme ça genre. Et là Majid il comprend pas, donc il se lève, il est en panique, il allume la lumière et oui, son frère, ça l'a pas truqué, genre le fait qu'il ait allumé la lumière, il continuait en gros à être comme ça, en mode il râpe sa tête, il râpe son visage. Et il dit quand il a allumé la lumière, il a bien vu les mains genre de son frère, comme ça, et en gros comme si aussi son frère, il essaye en fait d'enlever, comme s'il y avait des mains que Majid il pouvait pas voir. Il essayait comme ça de truquer, de se débattre, mais que il arrivait pas. Donc il a dit c'est avancer, Majid, pour essayer en fait de libérer son frère. Et à peine il s'est approché de son frère et qu'il a commencé en fait à vouloir ouvrir ses mains, qu'il a senti quelqu'un qu'il pouvait pas voir, qu'il l'a poussé et il est tombé en arrière. Il a dit il était tellement choqué et apeuré, il a hurlé. Et son hurlement, il va alerter et ameuter toute la maison. Les parents, les oncles, les sœurs, tout le monde va venir dans la chambre. Donc en premier, celui qui rentre dans la chambre, c'est le père de famille. Et il est choqué. Il voit son fils, la scène comme ça, qui continue à frotter. Il frottait tellement fort, ça frottait tellement fort Capuchinette qu'il avait des griffures et du sang. Et ils n'arrivaient pas à bouger et ils étaient choqués. Et en plus, il faisait un bruit bizarre avec sa gorge. Majid, il était encore par terre, choqué d'avoir été poussé, projeté, choqué de voir son frère comme ça. Il comprenait pas. Donc de là, il dit son père, il s'est il a pris une inspiration, il a commencé à dire Bismillah, Bismillah, Bismillah fort et à s'avancer en direction de son fils. Et il dit réciter du Coran, il disait Bismillah et quand il est arrivé, il a tenu les mains de son fils, il dit, et il n'oubliera jamais cette scène Majid, que une fois que son père il était à côté de Hamad et qui récitait du Coran, en fait ses mains qui étaient liées comme ça, bam, elles se sont ouvertes. Quand elles se sont ouvertes, en fait, il a dit, il est resté comme ça 2 secondes en mode genre statue. Il regardait dans le vide, il regardait ni son père, ni les autres personnes qui étaient là. Et bam, il est tombé sur le côté. Il dit, ils étaient choqués quand ils voyaient bien son visage. En fait, tout ça s'était griffé et rempli de sang.
tellement qu'en fait, il s'était râpé le visage. Il y en avait beaucoup sur lui, sur ses vêtements, sur le sol. Et surtout, il avait plus la pupille noire. Ses yeux, ils étaient blancs et il était en train de trembler. Donc de là, le père, il était choqué. Il dit, Majid, il se retourne vers lui, son père, il lui dit, mais il s'est passé quoi? Il arrive quoi à ton frère? Pourquoi vous êtes battu? Pour lui, Miskin, il pensait que c'était une bagarre. Comme il a entendu son fils crier, projeté au loin, et il a vu le sang et tout, il a cru qu'il y avait une dinguerie et tout. Et il dit, Majid, en fait, il était tellement choqué qu'il n'arrivait pas à répondre à son père. De là, son père, il lui a dit, reviens-toi, vite. On prend ton frère et on va à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, directement, il a été pris en charge par les médecins. Ils étaient choqués. Il dit vraiment, il fallait voir les blessures et le sang qui était comme ça, là, sur le côté du visage de son frère. Ils étaient choqués et tout. Donc, ils lui ont fait toute une batterie d'analyses et tout ça. Et le diagnostic du médecin, il vient voir le père. Il lui dit peut-être que c'est une crise de nerfs, un truc de dépression. C'est en rapport avec la psychologie. Donc laissez-le nous genre 2 jours en surveillance, on va lui donner des calmants, des piqûres, des si, et Inch'Allah il va revenir à lui et tout, t'inquiète pas, il n'y a rien d'autre d'alarmant quoi. Donc il dit Majid, il n'oubliera jamais son père. Ces 2 jours-là, il n'a pas du tout séparé son fils. Il était à son chevet, en train de lui réciter du Coran, en train de faire que son fils il aille mieux et tout, et surtout d'essayer de comprendre pourquoi il avait fait ça. Sauf que Capuchinette, Hamad ne se souvenait même pas d'avoir fait ça en fait. Donc de là, Capuchinette, les 2 jours à l'hôpital se terminent et le médecin il donne l'autorisation au papa que Hamad il peut sortir et rentrer à la maison parce que alhamdoulilah il n'y avait plus rien. Ils leur ont donné juste des médicaments, des piqûres et tawakkal Allah, genre il n'y a rien. Donc, il rentre à la maison et il dit, Majid, toute la famille, ils étaient contents, ils lui ont fait un accueil, mais il dit, par contre, le visage, il était vraiment encore enflé, abîmé, il y avait les griffes et voilà, il s'était pas loupé. Donc, de là, il dit, son frère, il monte à la chambre, Majid, il le rejoint. À un moment donné, Majid, il a envie d'aller hachakoum aux toilettes, donc il dit, il part à la salle de bain et le temps qu'il revienne, en fait, il rentre dans la chambre et trouve son frère, il est debout face au mur. Et il regarde comme ça. Et genre, il fait des trucs bizarres comme ça. Donc, il dit, Majid, il regarde en mode, il s'avance vers son frère, il lui dit, Hamad, ça va? Et il dit, de là, il a rien compris. Il a vu son frère qui a fait 2 petits pas et qui a commencé à boum, cogner sa tête, Capuchinette, au mur. Mais de manière violente. Donc Majid, Capuchinette, il nous dit il était en panique. Donc il s'est avancé, il a essayé d'empêcher son frère en fait de faire ça, quoi, tout simplement de se cogner la tête en plus d'une manière extra violente contre le mur. Mais il n'arrivait pas, il disait en fait qu'il essayait en fait genre de l'empêcher, mais il dit il avait l'impression comme si dans le corps de son frère, il avait la force de 10 hommes. Alors que son frère, il est chétif, quoi. Il est pas musclé et tout. Et il dit, en fait, il a flippé. Il s'est reculé parce qu'il dit, ouais, c'est bon. Là, la tête de mon frère, elle va éclater. Je vais voir la cervelle. En fait, il sort. Il commence à crier, à appeler son père Majid. Et son père, il vient en courant. Il voit ça encore, miskin. Il est choqué, il comprend pas. Donc, il dit qu'il commence à dire Bismillah, à s'approcher de son fils, à réciter du Coran, à réciter. Et il dit, Majid, que quand son père récite ou il dit des paroles divines, son frère, il commence à comme revenir à lui et arrêter de bam, taper sa tête et tout ça. La maison, elle était là. La mère, elle est en train de pleurer, en train de nettoyer comme elle pouvait tout le sang qu'il y avait encore. Et bien sûr, Hamad, le père, il l'a pris directement, il l'a ramené à l'hôpital et il a dit, Majid, il a eu beaucoup de points de suture, ils l'ont cousu et de là en fait c'est un nouveau départ, on va dire, qui va commencer pour eux. C'est le départ de la médecine, des examens médicaux, des neurologues. Majid, il a dit qu'ils sont partis, il peut même pas nous dire combien d'hôpitaux, de médecins et tout ils ont vu dans ce temps-là, dans ce laps de temps-là, parce que c'était énorme. Et à chaque fois, c'était votre fils a rien. Tout est normal.
Donc il dit, pendant ce temps-là, en fait, la situation de Hamad, elle se dégradait. Plus ça allait, plus il n'était pas bien. Il perdait du poids, il est devenu très pâle, des grosses cernes, on dirait il est en forte anémie, vraiment un autre quoi. Et donc il dit, la seule manière en fait de protéger Hamad de lui-même, c'était que les médecins leur ont donné des piqûres qu'ils devaient lui faire. Et en fait, il passait son temps à dormir. Et quand il revenait à lui, en fait, il refaisait des choses bizarres, à se cogner, à se frapper, à ci, à ça. Donc, ils étaient à chaque fois obligés de le shooter. Mais pour le père, en fait, c'était pas une situation vivable. Il voulait comprendre. Et il nous dit aussi qu'il a commencé, en fait, à se lever même en pleine nuit, à sortir pieds nus, à courir. Et qu'il se retrouvait, lui, son père, les oncles qui habitaient là-bas, à le courser pour le rattraper. Et vraiment, personne ne comprenait en fait ce qui lui arrivait. Personne. Jusqu'au jour, Cappuccino, Cappuccinette, où un oncle, Hamad et Majid va venir en visite et va être au courant de toute l'histoire. Et de là, pour lui, c'est clair. Il va dire à son frère, mais là, tu es juste en train de tuer ton argent. Tu es juste en train de le gaspiller, d'aller chez ce neurologue nanana, dans l'hôpital nanana, alors que ton fils, mon coco, il a du suhur, il a de la sorcellerie. Alors là, tout le monde se regarde, le père il est choqué. Et il voit que c'est pas une blague ou quelque chose. L'oncle leur dit, mais vous êtes bêtes ou quoi? Tous les résultats là, ils sont là. Il a rien du tout. Les trucs qu'il fait là, c'est pas des trucs normaux. Ça, on a fait quelque chose contre ton fils. On lui a fait une sorcellerie. C'est du suhur. Et le père Cappuccino Cappuccinette, il avait jamais pensé à ça. Parce que c'est pas une famille. Voilà, ils y croient et tout, mais jamais personne ne leur en a voulu, ne leur a fait du mal, ou ils parlent de ça, donc ils comprennent pas. Et après, ça va devenir un peu clair dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il va se rappeler, en fait, c'est vrai, à chaque fois que je m'approche de mon fils, que je dis Bismillah, que je récite du Coran, c'est là qu'il est un peu apaisé et qu'il redevient lui-même et que les situations terribles qui se passent devant nous, s'arrêtent. Donc, c'est sûr que, en fait, il dit pas n'importe quoi et qu'il y a un lien. Donc il dit, ils ont pris un rendez-vous avec un shir au plus vite, ils lui ont expliqué la situation et il a dit qu'il n'y avait pas de problème, il pouvait le ramener. Donc de là, il dit qu'il y avait Majid, donc celui qui nous raconte, le père, un oncle et bien évidemment Hamad pour aller chez ce shir-là pour qu'il lui lise dessus. Donc il dit, il rentre chez le shir. Et là, le shir directement, il va pas perdre de temps, l'imam, il va commencer à réciter, et bien sûr, Hamad. Mais il dit, Majid, qu'il se rappellera toujours, en fait, son frère, il était assis en mode comme ça. Et l'imam, il lit, et genre, en mode, il avait rien du tout. Eux, ils s'attendaient genre qu'il va tomber, qu'il va parler, qu'il y aura des trucs qui vont se projeter contre les murs et tout. Mais il n'y a rien eu. Tout s'est passé normalement. Donc de là, le cheikh, il les regarde en mode alhamdoulilah, je crois votre fils, il n'a rien. Hein. Donc le père, il le remercie et il rentre chez eux. Mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer cette nuit-là. Il dit, à peine ils sont rentrés dans leur maison, que le frère il s'est arrêté et que tout le monde va s'arrêter, paniqué. Il va lancer un cri qui fait flipper et il a dit en fait il se mettait des baffes, paf, 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 paf et il griffait sur les griffures qu'il avait déjà, ça veut dire en fait ça réouvrait les plaies et il y avait du sang qui se projetait. Il a dit c'était une scène d'horreur, ils comprenaient pas, ils étaient tous bloqués. Il a dit tellement la mère a été choquée, elle a crié, elle avait mal pour son fils et elle s'est évanouie. Il dit les filles, elles étaient en train de pleurer, leur sœur. Il dit lui, ses oncles et le père, ils étaient en train de le
tenir pour qu'il arrête de se faire du mal comme ça. Et lui qui se tord et qui se débat. Ils sont quand même des hommes, il dit, musclés et tout. Il disait il avait une force qui n'était pas normale du tout en lui. De là, il y a un des oncles qui a couru, qui est parti chercher une aiguille et qui lui ont mis. L'aiguille, je vous ai dit, voilà, qui le faisait dormir. Et après quelques minutes, il s'est calmé et en fait ça l'a assommé. Il y avait que comme ça en fait qui pouvait maîtriser la situation, mais là ils étaient choqués. Il dit bon, ils ont dîné et tout, et il a dit vers 8h30, 9h, il a ressenti de la fatigue, Majid, et donc il dit il est parti se coucher dans sa chambre qu'il partageait avec son frère. Et il dit directement, il rentre tout doucement, son frère il était encore endormi. Et il se met dans son lit et il dort. Et il dit vers 11h30, minuit, il ressent un truc bizarre dans la chambre. Encore une fois. Et là, il dit en fait, il ouvre un peu ses yeux comme ça. Et il était tourné vers là où il y a le lit de son frère. Et il dit en fait, il est pas trop bien réveillé. Mais quand même réveillé. Et il aperçoit genre une ombre noir à côté, comme ça, debout, de la tête de son frère, de Hamad. Donc, comme il immerge du sommeil, pour lui, en fait, l'ombre, comme la chambre, elle était dans le noir, il n'y avait qu'un peu de lumière qui rentrait de l'extérieur par les fenêtres. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, ouais, c'est maman, c'est ma mère. Miskine, tellement que ça l'a choqué, comment il s'est fait du mal et tout. Elle est venue voir en fait s'il allait bien, s'il était toujours endormi. Donc il va décider quoi, Majid? Eh ben il va décider de dire maman, maman, genre en arabe, yemma, yemma, et genre de là il dit en plus cette ombre, elle était genre comme ça, en train de regarder Hamad dormir. Et quand il a appelé maman, maman, il a vu l'ombre qui se redressait et qui s'est tournée vers lui. Et quand il s'est tourné vers lui, il dit il n'oubliera jamais ce qu'il a vu. Il a dit c'était une femme très très vieille, avec des longs cheveux blancs, une robe noire, elle faisait peur, elle avait des yeux horribles. Il dit il veut même pas décrire quoi, tellement que c'était apeurant. Donc il a dit quand il a vu ça, il s'est bloqué, il s'est reculé au milieu de son lit, il a commencé à crier, à crier, à crier, si fort que la femme, elle n'a pas bougé, genre elle n'était pas en train de venir vers lui, mais elle le regardait en mode comme ça, genre bloqué, dans le blanc de ses yeux. Donc il a dit c'était trop pour lui, il a crié et toute la maison, elle va venir. Le temps que le père, il arrive, elle était toujours là à le regarder avec un mauvais regard et tout ça. Mais dès que la porte, elle s'est ouverte et que la lumière, elle s'est allumée, elle a disparu. Alors que pendant tout ce temps, vous imaginez, ça a été que quelques secondes, mais ça, pour lui, ça a dû être un de ces longs moments. Ouf! Donc de là, il dit, son père, il est rentré et lui, il était comme ça, dans son lit, il dit, avec la bouche ouverte et il faisait que trembler, trembler. Le père, il va lui dire, il y a quoi, il y a quoi? Il a dit, impossible de parler. Donc, Majid, Capucinette, il a dit qu'il a pu reprendre son esprit et parler et commencer à expliquer la situation à ses parents qu'au bout d'une heure. Quand son père, il lui a récité du Coran, qu'il l'a apaisé, qu'il l'a rassuré, qu'il était plus tout seul et tout, c'est là qu'il a pu en fait raconter, voilà, j'ai vu une femme, elle était au pied du lit de mon frère et ci et ça. Il dit son père, il le regarde, il est choqué. La mère, elle écoute, elle pleure, elle est en panique, elle comprend pas en fait qu'est-ce qui se passe au sein de sa famille. De là, il nous dit le père, il était en colère. Il n'arrivait pas à croire en fait ce que son fils il était en train de lui raconter tellement que il comprenait pas pourquoi eux. Donc de là, il dit à sa femme, vas-y retourne avec les filles, dors avec eux, moi je vais dormir avec les garçons. Donc il dit cette nuit-là, il n'y a rien eu d'autre. Voilà, tout s'est bien passé. Il dit bah le frère, il était toujours endormi. Il a dit des fois il avait l'impression même il était mort tellement qu'il restait dans la même posture et tout. Il dit 2 jours après, le père, il leur dit montons en voiture. Il prend son fils Hamad, celui qui est malade,
Et il prend celui qui nous raconte Majid et il dit ils partent dans une région qui est un peu éloignée de la leur, genre en campagne, mais ils savaient toujours pas ils allaient où. Il va l'apprendre que quand ils vont arriver devant la maison. En fait, son père, il s'était renseigné auprès des anciens de leur tribu et des anciens de sa famille sur la situation, qu'est-ce qu'il devait faire, prendre des conseils et tout ça. Et en fait, parmi l'assemblée à qui il est en train de demander des conseils, il y a un monsieur qui va lui conseiller en fait un vieux imam, un vieux cheikh qui est réputé, qui arrive à combattre ces choses, qui a détruit énormément de bismillahirrahmanirrahim, genre de démons et tout ça, et que en gros il pouvait l'emmener là-bas. Et donc il dit ils ont roulé pendant pas mal de temps. Et là, ils arrivent devant une maison qui est éloignée, excentrée de toutes les autres maisons. Et il dit là, il rentre dans l'intérieur de cette maison et elle était un vieux monsieur. Il dit que partout, il y avait du Coran dans des tableaux accrochés, les prénoms de Dieu, les 99 prénoms de Dieu. Il y avait du Bukhour. Lui, il avait un chapelet dans les mains, tsabih, un vrai imam, un vrai cheikh et tout. Mais il dit malheureusement, en fait, tout ça, c'était un leurre parce qu'il ne savait pas que ce vieil homme n'était pas du tout un imam, ni un cheikh, ni un raqi, mais en fait c'était un charlatan déguisé, car c'était un sorcier. Donc il dit dans un premier temps, en fait, il va s'approcher de Hamad, le cheikh, pas le toucher ni rien. Il commençait en fait à réciter du Coran. Et il récite pendant quand même un long moment. Et quand il finit, il va s'approcher de son frère cette fois-ci et poser sa main sur sa tête et commencer, il a dit, à réciter des choses qu'il ne comprenait pas, à parler dans une langue étrangère, à dire des chuchotements étranges. Et il dit en fait de là, il commence à voir la jambe de ce vieux monsieur gauche qui commence en fait à trembler. Et le corps aussi de son frère qui tremble, il transpire. Le vieux aussi monsieur, il dit c'est comme si tu avais ouvert un robinet d'une douche et tellement qu'il transpirait, il tremblait, ses yeux ils allaient dans tous les côtés et tout ça. Une dinguerie. Il dit si bien même qu'en fait le père il voulait se lever pour maintenir son fils ou tout, parce que lui, le père, il n'avait pas percuté, que c'était un sorcier, il l'apprendra plus tard, vous allez voir. Et le monsieur, il va lui faire comme ça, non, genre retourne à ta place, ne t'approche pas. Et il dit, il est là, et son frère, il est vraiment dans un sale état, et il a dit, ce qui va rajouter encore plus de flip, c'est que son frère, il va commencer à sortir un son de lui, comme si c'était genre un son comme si genre c'était un mouton. Un son flippant qui sortait de lui. Mais un mouton genre pas normal quoi. Et il dit là, Majid il pensait ça y est, son cœur il va s'arrêter, il va mourir parce que il y croyait à tout ça et tout. Mais là c'était hard, c'était trop pour lui, pour son cœur, pour que ça rentre dans sa tête quoi. Mais pourtant c'était bien réel. Donc de là il dit le vieux monsieur là, le sorcier qui se faisait passer pour un imam, eh ben il va commencer à faire des signes bizarres avec sa main et à ouf souffler aussi sur le mec et son frère qui est bizarre. Et il a dit c'était trop et il est resté en fait comme ça le mec 1 heure sur son frère jusqu'à en fait bam il le voit qui retire sa main. Et le frère revient à lui quoi. En mode comme si genre il venait juste de se réveiller du sommeil, mais il avait l'air normal et il avait l'air d'être mieux. De là il dit le vieux, il va s'approcher de son père et il va commencer en fait à lui dire ce que son fils il avait. Il s'est approché de lui et lui a dit écoute, ton fils il est victime d'une sorcellerie très grave. La sorcellerie en question c'est quoi? La sorcellerie en question c'est qu'il y a un sorcier qui a fait un travail qui est liquide et ce travail malheureusement il a été où il est où ce travail il a été versé, ce liquide, tenez-vous bien, dans l'oreille d'un mort. Vous ne rêvez pas, dans l'oreille d'un mort. De là Majid, celui qui nous raconte, et son père, ils sont choqués.
Et dans l'oreille d'un mort, enterré dans un cimetière et tout. Wesh, dinguerie. Donc de là, le père, il va commencer à dire au sorcier, ouais, c'est qui? Je veux savoir c'est qui? Qui lui lâche un nom. Ouais, dis-moi c'est qui? Et le sorcier, il veut pas. Et le père, il va insister, il va lui dire, je peux te donner genre une description. Et le père, il va dire, vas-y. Et là, préparez-vous. Le sorcier lui a dit déjà, la sorcellerie, elle n'est pas faite par un homme, elle est faite par une femme. Le père, il est là, il écoute. Hein? Ouais, genre en mode continu. Et cette femme, Hamel, cette femme, elle est enceinte. De là, Majid, celui qui nous raconte l'histoire de son frère, il dit, dès qu'il a entendu le mec, il a dit, Hamel, enceinte. Il savait c'était qui avait fait la dinguerie. Mais il dit, Majid, il pouvait rien faire. Il veut pas parler devant ce mec. Il veut pas parler du problème comme ça là, à son père frontalement. Donc il est perdu. Mais lui, il sait que c'est la fille que son frère, il l'a enceintée. C'est elle qui est derrière tout ça. Mon père est conduit et il parle à haute voix sur tout le trajet. Il est triste. Il cherche à savoir. Il dit voilà, moi je fais que du bien aux gens. Je donne beaucoup d'aumônes. J'aide les gens. Je fais ci, je fais ça. Et une femme, elle va faire ça à mon fils. Ça c'est de la jalousie. Ça c'est si pour me détruire, pour détruire mon foyer, pour faire du mal gratuitement. Mais ça peut être qui? Moi, en ce moment, on n'a pas dans nos connaissances une femme qui est enceinte ou dans la famille. Il y a pas. Et il a dit, Majid, il est là en mode, je dois dire, je dois pas dire. Purée, qu'est-ce que je dois faire? Arrive à la maison et Majid, il est toujours en train de réfléchir. Je dois le dire. Je dois pas le dire. Majid, il a dit, écoute, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Il trouve son père. Il était assis miskin au salon comme ça. Il parle à haute voix. Tu seras là, mon fils. Moi, je fais du bien. Tout le monde m'aime. On veut me détruire. On veut faire du mal. Miskin, il est là, il radote sa vie. Majid, il avait dit, hey, papa, écoute. Je vais parler avec toi. Voilà. Je vais te dire quelque chose. Et parce que voilà, je sais moi c'est qui cette femme enceinte. Le père il dit c'est qui? Il dit voilà ton fils il a fait ça. Là il dit son père, ses yeux ils ont gonflé, ils sont devenus rouges. Là il y a la veine de vénère qui est sortie. Il a poussé son fils. Il a marché, il a monté les marches, il est parti où? Il est parti dans la chambre. Il a trouvé Hamed, il était assis sur le lit. En mode, quand il a vu son père, il a commencé à sourire. Il n'était pas prêt. Son père, il le regarde. Il a levé sa main au 7e ciel. Boum! Grosse baffe dans sa grosse tête là. Et il lui a dit, ah, c'est à cause de toi qu'il y a tous ces problèmes. Moi, j'ai éduqué des garçons comme ça. Moi, je vous ai donné la meilleure éducation possible et imaginable. L'amour, l'argent, les valeurs, les principes. Ah, et toi, t'as enceinté une fille? Toi, t'as fait ci? Déjà, il était choqué, genre en mode son fils, genre il a des relations hors mariage. Alors ça, déjà, c'était crime. Mais en plus, t'as mis un baby dans le ventre de quelqu'un. Oh, t'as un taré, toi. Donc le père, il a commencé à l'enchaîner. Majid, il a dit, il était derrière, il était content. Ça y est, enfin, wesh, ça a éclaté. La vérité, elle s'est sue. Voilà, et le père, il enchaîne. Et il lui dit, tu sais quoi? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de propre et honnête et je crains Dieu, j'ai peur de Dieu. Et je vais pas te laisser commettre quelque chose de pas bon. Donc, tu vois, cette fille à qui tu as mis un enfant dans son ventre, en fait, tu vas assumer ton erreur. Il voulait commencer, il a dit, Majid t'a dit, non, mais son père, il a dit, Et quand son père a dit, il a dit toute la famille, là. Il ferme la bouche, personne ne parle. Parce que le père, c'est pas n'importe qui, hein. Son père, quand c'est stop, c'est stop. Tu peux pas ajouter un autre mot, quoi. Donc, il lui a dit, écoute-moi bien, je vais rassembler tes oncles, les aînés de la famille. Et je vais partir et je vais demander la main de cette fille et tu vas prendre ta responsabilité et tu vas te marier avec elle. Donc, le père,
il a rassemblé toute la famille. Bien sûr, il n'a pas dit l'histoire de enceinte et tout. Il a dit, voilà, en fait, il était dans une période comme ça parce qu'il était amoureux d'une fille et il savait pas comment faire. Donc, la fille, elle voulait quitter. Il a inventé une histoire, tu vois. Et c'est pour ça qu'il était comme ça. Donc, c'est pas assez crème. Il a rassemblé les aînés de la famille, ses frères, et ils sont partis chez la famille de la fille qui était enceinte. Quand ils sont arrivés là-bas, bah, comme je vous ai dit, c'était une famille qui était au même rang social que eux, quoi. Ils étaient contents et tout. Ils ont accepté la famille de la fille, la demande en mariage, sauf que la fille, elle était pas là. Pourquoi? Parce que, en fait, elle était en panique que les femmes de sa famille, sa mère et tout, ils remarquent qu'elle avait pris du ventre et qu'ils sentent quoi, qu'elle était enceinte. Donc, elle s'était sauvée, elle était partie se réfugier chez une de ses grandes sœurs. Donc, le mariage, le père, il voulait pas ça tarde, hein. Il s'est organisé en une semaine. Ils ont dit à la fille, voilà, il y a un tel qui est venu demander ta main pour son fils et tout. Nous, on a accepté, voilà, parce que on sait que c'est des bonnes familles et apparemment, vous vous connaissez déjà, quoi. Donc, voilà. Et donc, la fille, elle est revenue. Ils ont fait le mariage. Et il dit que de là, en fait, on va rentrer dans le croustillant. Donc maintenant, elle habitait avec eux dans la maison familiale et tout se passait bien. Et il dit, Majid, celui qui nous raconte, qu'il l'a traitée comme une de ses sœurs et que voilà, en fait, c'était un plan pour qu'elle ait confiance en lui et qu'elle se confie à lui parce que lui, ok, ça y est, maintenant je t'aime avec mon frère et tout, t'es enceinte de son enfant, mais meuf, je sais ce que t'as fait. Et en fait, je veux savoir, je veux que tu me racontes l'histoire. Donc en fait, il se faisait ami avec elle. Un jour, il était posé dans le jardin, Majid, celui qui nous raconte, et passe la meuf, elle est en train de se balader et tout, et il lui fait signe, genre, viens t'asseoir et tout, on va parler, on va échanger et tout. Donc la fille, elle vient, quoi. Elle se pose, et il commence à parler normal et tout. Après, il lui dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, je vais pas passer par 4 chemins. Moi, je sais ce que tu as fait à mon frère, je sais que tu l'as fait une sorcellerie, je sais que tu as fait ça, mais je veux savoir en fait comment tu as fait, c'est quoi l'histoire. Donc il dit là, la fille, elle le regarde en mode, mais t'es malade ou quoi, t'es sérieux, mais de quoi tu parles, mais n'importe quoi, mais pourquoi tu m'inventes une carrière, mais pourquoi si. Il lui dit, on est au courant, je t'ai dit, wesh. Je crois que tu t'es marié avec mon frère comme ça et tout. Voilà, on est parti chez quelqu'un, il nous a dit c'était toi et tout. Et moi, je savais directement, c'était toi. Vas-y, maintenant, c'est mieux, t'avoues. Mon père, voilà, il sait, il est au courant, mais genre, voilà, quoi, on t'a pardonné. Mais moi, je veux savoir, en fait, si tu veux, je te pardonne totalement. Je veux savoir, en fait, comment t'as fait. Et il a dit, il est resté comme ça plus d'1 heure à négocier avec elle, à la mettre en confiance et tout, pour qu'elle nous raconte l'histoire. Nous aussi, on veut savoir. Et là, elle va raconter comment elle a fait. Elle lui dit, tu te rappelles le jour où, voilà, ton frère, il m'avait donné rendez-vous et t'étais venu avec lui, que j'étais en train de pleurer, de le supplier, de pas m'abandonner parce que si ma famille savait que j'étais enceinte hors mariage et tout ça, déjà que je fréquentais quelqu'un et tout, il m'aurait terminé, mais alors là que j'étais enceinte, ça aurait été la mort pour moi et tout. Il dit, ouais, je me souviens très bien. Et il dit donc, ce jour-là, je savais très bien que c'était mort, que si je rentrais en mode avec Mahnouna, ma morve, mes yeux comme ça qui ont coulé, ma tête gonflée et que j'étais pas bien, genre j'avais peur de me faire griller par ma mère ou bien mes tantes, mes cousines, genre qu'en gros ouais je suis enceinte. Donc elle dit, j'ai une grande sœur à moi qui habite un peu plus loin et j'ai une totale confiance en elle et il y avait qu'à elle en fait que je pouvais me confier. Je voyais personne d'autre sur la terre à qui je pouvais dire que genre j'étais enceinte. Et je voulais aller me confier à elle, genre en gros pour que elle m'aide à trouver une solution. Donc, il dit, elle est arrivée chez sa sœur, elle a commencé à parler avec elle et elle n'a pas perdu de temps. Elle lui a avoué, elle lui a dit, voilà, j'avais connu un mec, genre il m'avait promis le mariage, la bague au doigt, la maison, le chien, tout, les enfants. Ouais, et là, j'ai un enfant, mais avant le mariage, avant ça. La sœur, elle a dit, hein? Hamel? Genre en gros, quoi? T'es enceinte là? Et elle lui a dit oui, donc elle dit sa sœur,
Elle dit sa sœur, elle s'était mise à l'insulter, à lui mettre des coups, à se frapper elle-même, à tirer ses cheveux en gros. Ouais, pourquoi tu m'as mis dans la confidence? Maintenant, tu m'as mis dans la galère. Comment tu veux qu'on annonce ça à la famille? T'as oublié qui on était, t'as oublié c'était qui ton père, t'as oublié tes frères, comment ils étaient, t'as oublié tes oncles, comment ils étaient. C'est sûr, ils vont tous nous tuer, mais là, tu nous as tous mis dans la galère. Est-ce que t'as pensé à maman? Est-ce que t'as pensé à toi-même? Ah, tu me dégoûtes, des trucs comme ça et tout. Et quand elle était revenue à elle, la meuf, elle dit, ouais, t'as essayé de parler avec lui, ou passe-moi son numéro, je vais essayer de parler avec lui. Elle lui avait dit, ouais, ça sert à rien, je suis partie, j'étais presque à quatre pattes en train de le supplier. Et il a dit, si j'étais la seule meuf sur Terre, genre, en gros, il se marierait pas avec moi. Et voilà, je suis en galère. Je sais pas quoi faire. Donc, elle dit, sa sœur, elle est restée silencieuse quelques minutes. Et elle dit, bon, on trouvera une solution pour l'enfant. Mais ce fils de... tu verras, il va voir. Sur Allah, que si je lui dammar pas hayata, genre en gros si je lui ruine pas sa vie, si je le rends pas dingue, si je lui fais pas si je veux pas ça, Mani bent boy, genre en gros je suis pas la fille de mon père, je m'appelle pas un tel, fille d'un tel, fille d'un tel, fille d'un tel. Si je lui fais pas regretter ce qu'il t'a fait subir. Donc de là, cappuccino, cappuccinette, la fille, elle a rien compris. Elle a juste vu sa soeur qui était en train de jurer, et c'est tout. De là, elle dit le lendemain, sa soeur, elle l'a réveillée. Eh, vas-y, lève-toi et tout. Elle prend son chauffeur, elle a dit, ils vont dans un quartier chez genre un quartier populaire. Ils n'ont pas l'habitude d'aller là-bas. Elle dit, ouais, on est venu faire quoi ici? Elle dit, j'ai dit, genre en gros, allez, marche devant moi, parle pas. Donc elle a dit, ils marchent dans des ruelles étroites et tout. Ils arrivent devant une petite porte qui est au fond d'un cul-de-sac. C'est la dernière maison. Et sa sœur, elle passe devant elle, elle frappe, on lui ouvre la porte et c'était un monsieur. Il dit, il rentre là-bas, la maison faisait flipper, il y avait du pro, de l'encens bizarre, pas celui que je mets là, le bon. Il y avait plein de choses bizarres et elle a tout de suite su et compris qu'elle était chez un sorcier. Cappuccino Cappuccinette, elle a dit, elle ne parlait pas. Elle pouvait pas parler. Déjà, sa grande sœur, voilà, faisait flipper et elle était en panique, quoi. Elle a dit à Majid, quand elle lui raconte, genre, en gros, j'étais pas en position de parler. Je faisais que de la fermer. Donc, de là, Cappuccino Cappuccinette, la sœur, elle est en train d'expliquer toute la situation au sorcier. Et elle lui dit, voilà, ce mec, il s'appelle un tel, sa mère s'appelle un tel, tu vas faire une sorcellerie pour qu'il devienne fou. Pour lui faire regretter de s'être moqué de la fille de quelqu'un. Même si c'était pas ma sœur. Même si c'était pas ma sœur, il a pas à faire ça. Mais là, c'est tombé sur ma sœur, elle est tombée sur la mauvaise personne, elle est tombée sur la mauvaise famille et surtout, elle est tombée sur la mauvaise grande sœur. C'est moi et moi, j'ai peur de rien. Donc, tu vas lui faire une sorcellerie. Je veux que tu fasses une sorcellerie pour qu'il devienne ouf. Pour que il ait juste une envie, c'est de mourir. Je veux que tu lui hantes ses nuits. Je veux que tu le rendes dingue. Et elle a dit, elle disait des trucs comme ça avec la haine. Jusqu'à ici, là, il y avait de la mousse qui sortait quand elle parlait. Elle a dit, elle ne reconnaît pas sa sœur, on dirait elle est en transe. Le sorcier lui a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Je vais te faire ça, mais il va falloir que t'allonges. En plus, le sorcier, il sait que, voilà, c'est qui leur famille, genre, ils sont pas en manque d'argent. Elle lui a dit, l'argent, c'est pas un problème du tout, mais fais-moi quelque chose pour ce mec, je veux le faire regretter. Donc, de là, le sorcier, il a fait un mélange et il a mis ça dans une fiole. Et il leur montre la fiole comme ça. Ouais, ce liquide-là, ça doit être utilisé avant les 3 jours. Dans 3 jours, il faut que ce liquide ne soit plus en votre possession. Mais il y a une particularité à faire avec cette fiole si vous voulez que ça marche et que ce garçon il soit détruit. La grande sœur, elle a dit, il faut faire quoi? Il a dit, ce liquide, il doit impérativement être versé dans l'oreille d'un mort. Donc de là, elle dit, la fille qui était enceinte, quand le sorcier l'a dit ça, elle a paniqué, elle a tremblé. Mais attends, wesh, dans l'oreille d'un mort? Est-ce que tu trouves un mort comme ça, là, comme si tu vas dans un Zara et tout? Il y a pas de... Ça va pas, non? Et la grande sœur, elle a dit, en prenant la fiole, c'est pas un problème. Et elle la fout dans son sac
Et ils partent. Elle dit à son chauffeur, allez, va à un cimetière un tel, va au cimetière un tel, va au cimetière un tel. Elle a dit, ils ont commencé en fait à tourner, à faire la tournée des cimetières et à voir en fait ceux qui creusent les tombes et ceux qui mettent les morts dans les tombes, en fait, qui seraient capables, susceptibles et accepteraient en fait de mettre la main dans leurs mains et de faire ça. Donc elle a dit, ils ont fait plusieurs cimetières et ils n'arrivaient pas à trouver. Parce que tous les autres personnes là, quand même, ils avaient peur de Dieu. Ils s'aventuraient même pas pour leur dire parce que ça se voyait sur eux que ils le feront pas et pire, ils peuvent les dénoncer à la police. Donc, ils savaient pas quoi faire, mais la sœur ne voulait pas la faire faire. Donc, le 3e jour, le dernier jour là où ils doivent se débarrasser de ce liquide, elle tente un cimetière comme ça. Et là, ils marchent à l'intérieur de celui-ci et ils voient un mec. Il est assez jeune, mais ça se voit genre qu'il est en manque d'argent, bien comme il faut. Miskin, il porte la pauvreté sur lui, quoi. Genre, miskin maintenant. Il porte la pauvreté sur lui, ça se voit que c'est un pauvre, quoi. Ça se voit que il a la misère dans sa vie. Et la grande sœur, dans sa tête, elle se dit, c'est lui. C'est lui qu'il nous faut. Donc, elle va s'avancer vers lui. Mais là, comme elle savait que si ils font pas aujourd'hui, après c'est mort. Donc, elle va sortir une liasse de billets. Et elle va partir comme ça, elle a son sac à main, elle a la liasse là. Et elle commence à parler avec lui. Ça va, nanana, nanana, elle parle. Et lui, ses yeux, ils sont que sur les billets. Ça va. Et que sur l'argent, et elle est là comme ça. Et elle lui dit, t'aimerais bien avoir cette liasse? Et si je te dis que cette liasse, elle peut être à toi. Et je peux même te donner le double, le triple, voire jusqu'à ce que tu dis stop. Je suis le mec, comprend pas. Comment ça jusqu'à ce que je dis stop? Il lui dit, ouais, vas-y. Qu'est-ce que je dois faire? Ou tu veux que je fasse quoi? Elle lui dit, écoute, j'ai besoin d'un mort. J'ai besoin d'un mort parce que je dois faire une sorcellerie. Allez, pas passer par 4 chemins. J'ai besoin de faire une sorcellerie. Et j'ai besoin de mettre quelque chose dans l'oreille d'un mort. Parce qu'il y a quelqu'un, il a fait ça à ma soeur, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Imagine que c'est ta soeur, imagine que c'est ta fille, imagine que si. Donc, voilà. Le mec, au début, il était pas chaud. Il a paniqué. Toute la journée, t'es là, t'enterres des morts, tu vois la mort. Voilà, tu sais pas quand tu vas mourir. Ça se trouve, t'es quelqu'un, t'es bien, tu pries, t'as jamais déconné. Et là, tu vas faire un péché grand, immense comme ça. Donc, il savait pas. Mais, il fait le surer. Mais l'argent, ça l'a attiré. Et il a accepté. Donc, il lui a dit, vas-y, pars, je t'appelle ce soir. Elle lui dit, il faut que ce soit absolument aujourd'hui. Vas-y. Donc, elle rentre chez elle. Et la nuit, le mec, il l'appelle. Il lui dit, vas-y, viens, il n'y a personne. J'ai un mort hier, il a été enterré. Voilà, vas-y, viens. Elle dit, ok. De là, elle prend pas son chauffeur cette fois-ci. C'est elle qui va conduire et elle prend sa petite sœur. Parce que le sorcier, il a dit, c'est la femme, celle qui est enceinte, c'est elle qui doit verser le liquide dans l'oreille. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Donc de là, elle s'est donné rendez-vous avec le mec. Le mec, il les attendait. Il avait, vous voyez comme les lampes à huile là, dans l'ancien temps. Et il marche comme ça dans le cimetière. Ils arrivent devant, en fait, la tombe que le mec, il avait choisie, quoi. De là, il donne la lampe à la petite, celle qui est enceinte, et en mode éclaire-moi, et lui commence à creuser. Il creuse, il creuse, il creuse. Et là, le tissu, le linceul de la personne miskina défunte, eh ben, il va apparaître. De là, le mec, il va comme descendre dans la tombe et il va dire à la grande sœur de venir avec lui. Putain, elle a peur de rien, celle-là. Et elle va descendre. Et l'autre qui s'avance comme ça et qui éclaire dans la tombe. Et le mec, s'est mis derrière le mort. Je suis choquée. Et il le soulève comme ça pour, en fait, lui dégager le tissu, le linceul de son visage
il tourne comme ça son visage. La grande sœur, elle est là. Aussi, elle l'aide à tenir. Et ils disent, laisse la lampe en haut, que ça nous éclaire, et descend. Donc la meuf, elle est en panique. Elle était en panique, mais elle descend quand même. Et elle avait la fiole. Elle la sort comme ça. Et sa sœur, elle dit, Allah, allez vite, vite, avant qu'on se fasse griller. Allez, coule dans l'oreille. Et elle lui tire l'oreille du mort, la grande sœur. Et la petite, elle, glou, 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 glou. Elle a tout mis. Elle tremblait, mais elle a tout mis dans l'oreille. Et après, ils ont remis le linceul sur ce défunt. Allah yarhamou, paix à son âme, le pauvre. Même dans la mort, il n'a pas été. Le pauvre, voilà, en paix. Et le mec, il a remis, comme si, en fait, voilà, ils n'avaient pas creusé. Elle lui a passé une grosse enveloppe. Il est parti à gauche, ils sont partis à droite. Et voilà. De là, Majid, il est choqué. Pourquoi Majid, il va être choqué? Il la regarde, il lui dit, ouais, vous avez fait ça en pleine nuit. Elle dit oui. Et il lui dit, ouais, c'était aux alentours de quelle heure? Elle dit, ouais, il était 1h du matin, le jour untel. Et dans sa tête, ça fait bam. Vous vous rappelez? En fait, ça a été fait la première nuit où son frère, il s'était levé, qu'il avait entendu le bruit et il avait commencé en fait à râper son visage et tout ça. C'était ce jour-là que la sorcellerie envers lui, elle avait été faite, qu'elle avait commencé en fait à fonctionner. De là, il est super choqué. Il la regarde plus pareil. Après, elle remarque il est choqué, comment t'as pu faire ça, c'est horrible. Donc elle commence à pleurer, à lui dire s'il te plaît ne dis pas, s'il te plaît, voilà, je suis en train de faire des repentirs pour que Dieu me pardonne, j'ai regretté, mais maintenant, alhamdoulilah, tout va s'arranger, maintenant je suis mariée avec ton frère, je lui ferai jamais de mal, je lui ferai jamais quelque chose, voilà, c'est à cause de ma grande sœur, j'aurais jamais dû la suivre, cette chétana, bismillahirrahmanirrahim, c'est vraiment une démon, elle est pire que les démons, elle, une grande sœur comme ça, mais on n'en veut pas, et donc, en fait, voilà, mais il a dit, lui, en fait, pour lui, Majid, si t'es capable d'avoir fait une aussi grave et une aussi apeurante sorcellerie à mon frère, une fois, bon là tu vas recommencer. Donc dans sa tête, là, il commence à chercher un plan pour l'éloigner de son frère. Qu'il faut savoir, Cappuccino, Capuchinette, en fait, que Hamad, il lui avait pas dit ni son père, ni Majid, ni la fille, voilà, qu'il avait eu une sorcellerie contre lui. Il savait pas, et il voulait pas dire. Et le père, il a bien mis en garde son fils, celui qui nous raconte, ne dis pas à ton frère, voilà, qu'elle lui avait fait de la sorcellerie et tout. Miskin, tu vois. Mais il faut savoir, Cappuccino, Capuchinette, que le père, il faisait des prières matin, midi et soir pour que Dieu, en fait, il fasse sortir cette meuf de la vie, de sa famille, de son fils, et qu'elle s'éloigne de lui parce que pour lui, elle est dangereuse. Genre, en gros, elle a pas peur de Dieu, qu'elle peut faire des dingueries et qu'il veut protéger sa famille. Et vous allez voir que, alhamdoulilah, en fait, sa prière va être acceptée par Dieu. Comment? En fait, là, c'est bon, les mois, ils sont passés et elle va accoucher. Et malheureusement, pour l'enfant, pas pour elle, le bébé miskin, il va vivre qu'une semaine. Miskin, Allah yarhamou, par sa petite âme, le pauvre, mais alhamdoulilah, il est au paradis, quoi. Et en fait, ces deux-là, ça va faire comme un déclic dans la tête de Hamad, celui qui a subi la sorcellerie par elle, là, et que ils vont commencer, en fait, à avoir des problèmes de couple, et il va demander le divorce. En fait, le fait qu'elle ait perdu l'enfant, ça a été, on va dire, le divorce, quoi. Donc, de là, en fait, elle est repartie chez elle, sans problème, sans rien, et tout. Ils n'ont plus jamais entendu parler d'elle. Et lui, quelques années après, quand il a fini ses études et tout, il s'est marié avec une cousine à lui éloignée. Et plus jamais, entre-temps, avant son mariage avec sa cousine, il s'est moqué d'une fille. Il a fait du mal à une fille parce que, voilà... et tout ça, là, toute cette histoire, voilà, quand même, Majid, il a pas pu tenir sa langue, il a avoué tout à son frère après le divorce, que voilà, c'est elle qui avait fait ci, qui avait fait ça, t'étais comme ci, t'étais comme ça. Et donc, de là, il a eu peur, et il a dit, ouais, en gros, ça y est, je vais plus me foutre de la gueule d'une femme, d'une fille, de personne, je respecte tout le monde comme si c'était mes sœurs.
Donc cette histoire, elle a donné une leçon énorme à Hamad et Majid, celui qui nous raconte. En fait, il a voulu partager avec nous cette histoire, l'expérience traumatisante en fait qui est arrivée à son frère. Surtout, il a dit pour les garçons, respectez les filles comme si c'était vos propres sœurs, voyant elles vos filles plus tard, voyant elles, voilà, le respect, ne leur faites pas des choses comme ça, ne vous foutez pas d'elles, voilà, respectez-les. Et en gros, parce que vous pouvez tomber sur une meuf qui sera par vengeance capable, eh ben, de vous faire quelque chose de grave comme ça. Il a dit, lui, ils ont eu de la chance que, voilà, ils ont pu sauver au final son frère, même si ça a pris du temps. Mais en gros, il a pu être sauvé, mais il y en a combien, il dit, comme lui, comme son frère, qui sont encore dans la situation dans laquelle il était, voire pire, et que personne ne sait en fait il a quoi, alors que sans doute il a une grosse sorcellerie parce qu'il a dû se foutre de la gueule d'une meuf et tout. Donc voilà, il dit qu'il veut partager, il voulait absolument partager cette histoire avec nous pour ça, pour éveiller les consciences et que les garçons fassent très attention, qu'ils soient vraiment honnête avec les sentiments d'une fille, qui ne joue pas avec elle, qui ne joue pas avec leur cœur, etc. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time sorcellerie. J'ai fini cette vidéo et oh. Un jour, voilà, mes voisins ils vont me boire parce que là, il est minuit 52 et je sens comme ça, ok. Mais bon, je sais que mes voisins à côté, ils sont pas là parce que le vendredi, ils sortent quoi. Et en haut, c'est un duplex et les chambres elles sont en haut. Donc normalement, on m'entend pas. Je l'espère. En tous les cas, cappuccino, cappuccinette, j'espère que cette histoire vous a fait plaisir et que vous étiez choqués tout comme moi, tout au long de celle-ci, mais que c'est des choses qui peuvent arriver. Il y en a même, bon, à part, j'avais entendu une histoire que je voulais vous faire d'abord de crime, qui a mené à un crime, le fait qu'un mec, il ait rigolé avec les sentiments d'une fille qui lui ait pris, en fait, sa virginité, qui l'ait laissé en galère, eh ben, elle a décidé, en fait, de se faire justice elle-même. Là, je viens de raconter l'histoire, mais bon, je vous la ferai quand vous oublierez, ok? Mais pour vous dire que c'est très grave. Et donc, il y en a, en fait, bon, elles vont pas te tuer, mais elles vont te tuer à petit feu en t'envoyant une sorcellerie, en t'envoyant des genoux, te regarder dormir, en t'envoyant ci, en t'envoyant ça. Donc, réfléchissez, messieurs, si vous voulez faire du mal à des filles ou vous foutre d'elles, quoi. Ok. Donc, voilà, j'étais contente de vous la faire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien, je vous invite à écrire en commentaire. Je vous invite à écrire en commentaire, désolé, j'ai plus trop d'inspi. C'est quoi votre série du moment? Dites-moi ou conseillez-moi une série à regarder. Donc voilà, parce que je sais pas quoi vous dire. Ne spoilez pas, please, dans les commentaires. Voilà, si vous voulez qu'on en parle des Storytime, je vous invite à venir me suivre ici sur Snapchat ou bien sur mon Instagram. Voilà, là où je lis vos messages. Et aussi Cappuccino, Cappuccinette, à venir me suivre sur TikTok. N'oubliez pas, bien évidemment, s'il vous plaît, votre petit like et surtout de vous abonner et de partager. En tous les cas, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. Maintenant, je dois vous faire un montage parce qu'aujourd'hui, enfin, tout à l'heure, on était vendredi et moi, je voudrais vous la sortir pour samedi soir, que vous ayez quelque chose à regarder parce que franchement, qui va regarder la Starac 20 ans après? S'il vous plaît. Donc voilà, je vais essayer de tout faire, même si je dois faire une nuit blanche pour vous faire un bon montage et vous poster cette vidéo pour votre samedi soir. Je vais essayer, Inch'Allah, que j'y arrive. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, j'espère, à ce soir. Ciao! It's better than yours, damn right. It's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours.
Milkshake brings all the boys to the yard, and then